C'est le temps de tester les 10 premiers chapitres de 10 autres livres. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de ce concept que j'ai commencé fin 2024, c'est-à-dire que je teste les premiers chapitres de livres qui sont sur ma liste Want to Read sur Goodreads depuis vraiment longtemps pour vérifier est-ce qu'ils méritent leur place sur cette liste ou est-ce qu'il est temps que je les enlève puis que je fasse la place à d'autres livres. Dans le premier épisode, sur les 10 livres dont j'avais testé les premiers chapitres, je crois que j'en avais gardé la moitié sur ma liste et depuis ce temps-là, j'en ai lu un, c'est-à-dire Le secret des abeilles et je suis en train d'en lire un deuxième, Orphan Train, et puis les autres sont sont prévus pour un avenir proche, là, parce que je m'étais dit que je voulais les prioriser, ou en tout cas, c'est sûr que je veux les lire. Alors aujourd'hui, on va aller voir si je serais capable de faire encore un petit peu de ménage comme ça là, sur ma liste interminable de livres Want to Read de Goodreads qui compte plus de 400 livres. C'est épouvantable. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Avant que je commence officiellement, n'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que je mentionne ou les chaînes que je pourrais mentionner, autres informations comme ça, se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air à la vidéo ou encore à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. C'est gratuit et ça fait pas mal. Allons-y avec le premier livre. Donc le premier livre que je vais tester aujourd'hui, ça va être un livre de Gillian Flynn qui s'appelle en anglais Dark Places, Les lieux sombres en français. Ça a été publié en 2010. C'est un thriller polar, je crois. On est dans les années 80 au début. Il y a une petite fille de 7 ans. Sa mère, ses sœurs sont assassinées. Elle dit qu'elle désigne, elle survit dans le fond, puis elle désigne son frère de 15 ans comme le tueur. Et puis là, on est 25 ans plus tard ensuite. Et puis, pour la première fois, elle accepte de revisiter son passé. Et là, apparemment, il y aurait une vérité insoupçonnée là, qui serait révélée. Donc, allons-y, testons ce premier chapitre de Les lieux sombres, puis je vous en reparle dans quelques instants. Et si jamais, au cours de la vidéo, vous vous rendez compte qu'il y a des livres que je teste, que vous avez lus, puis vous voulez absolument là, me dire oui, il faut que tu le continues, ou non, celui-là, laisse faire, n'hésitez surtout pas à m'ajouter des commentaires en bas, c'est toujours agréable de parler de livres avec vous. J'ai fini le premier chapitre de Dark Places et je pense bien que je vais le garder sur ma liste. Pour vrai, le premier chapitre est super intriguant. On est avec Libby. Elle a maintenant 31 ans, puis elle nous raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé quand elle avait 7 ans. Le fait que... Mais on reste encore très vague, là, le fait que son frère aurait assassiné sa mère et ses deux sœurs. Elle est la seule à s'en être sortie. Et puis là, à 31 ans, donc plusieurs années plus tard, elle... Clairement, c'est pas un personnage agréable. Je pense que c'est fait exprès. C'est déjà pas le fun, genre, d'être avec elle. Elle est clairement en dépression. Elle est cynique. Opportuniste, je pense aussi, là. Puis elle raconte un peu, tu sais, mais vite, là, que après la mort de sa mère, elle est passée de différentes personnes dans sa famille, de tante en oncle, qui n'avaient pas nécessairement des conditions de vie super non plus. Donc, c'est ça, je pense que c'est une personne très sombre pour l'instant, tu sais, compte tenu de ce qu'elle a vécu. Puis là, dans le fond, dans le premier chapitre, c'est vraiment, ils mettent la table, là, Libby, quand c'est arrivé, il y a des gens qui ont fait des dons monétaires, donc elle avait comme un fonds sur lequel elle vivait, elle n'a jamais eu de job. Puis tu sais, même elle a dit, je suis pas capable de me lever tous les jours de la semaine, c'est clairement, c'est ça, elle va pas, la fille. Donc là, son fonds est rendu quasi vide, donc
elle cherche une façon de continuer d'avoir de l'argent qui serait pas d'avoir un job. Puis là, elle reçoit une lettre d'un homme qui fait partie d'un groupe qui s'intéresse à des cold cases ou à des true crime ou des affaires comme ça. Puis il dit, nous, on t'inviterait à venir passer une soirée avec notre groupe pour qu'on puisse te poser des questions et tout. Donc là, c'est une façon pour elle de faire de l'argent rapidement. Alors, elle accepte. Fait que là, c'est le premier chapitre, ça finit comme ça. Puis là, j'ai juste vu que le deuxième chapitre, on va être du point de vue de la mère, donc avant sa mort, avant le crime. Alors, je suis intriguée. Je suis vraiment intriguée. Je pense que ça peut être une lecture vraiment intéressante. J'ai envie de savoir comment Libby va évoluer dans tout ça parce que pour l'instant, tu sais, j'ai envie de savoir est-ce qu'à un moment donné, je vais m'attacher à elle. Est-ce que je vais l'aimer? Parce que là, pour l'instant, tu sais, c'est vraiment pas un personnage. C'est pas un personnage qu'on aime en ce moment, mais je pense que c'est voulu en même temps. Donc, tout ça m'intéresse beaucoup. Alors, premier chapitre de Dark Places lu et pour l'instant, ça reste sur ma liste. Allons-y pour un deuxième livre. Le deuxième livre que je vais tester s'appelle The Answer to Everything, est écrit par Elise Friedman. Il n'a pas été traduit en français, ça a été publié en 2014 et il n'y a vraiment pas beaucoup de reviews sur Goodreads. On parle de 144 personnes qui l'auraient lu, là, qui ont noté le livre sur Goodreads. Dans ce roman-là, de ce que je comprends de la prémisse, on a John qui est un homme qui est un peu comme un con man, un con artist, qui cherche une façon de vivre au crochet des autres. Il devient un coloc avec une fille qui s'appelle Amy, puis il y a leur voisin Eldrick qui est là aussi avec qui il noue des liens, puis il se rend compte rapidement que Eldrick a le talent de recevoir des choses gratuitement des gens. Puis là, ils décident ensemble de créer une secte. Mais c'est vraiment, de ce que je comprends, c'est de créer une secte vraiment, tu sais, pas parce qu'ils y croient, mais genre pour pouvoir en tirer des bénéfices. Il l'appelle The Answer Institute et puis Eldrick en serait le gourou. Puis là, on dit dans le fond que ce serait une façon, c'est ça, d'aller chercher de l'argent et du pouvoir. Puis là, Eldrick prendrait peut-être son rôle de leader un petit peu trop au sérieux éventuellement. Et puis, bon, il y a des choses qui vont s'installer et juste la prémisse, je comprends pourquoi je l'ai mis dans ma liste. Parce que moi, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que la question des sectes, des cultes, tout ça, c'est quelque chose qui me fascine, mais complètement, ça m'intéresse. Donc, je pense que je l'avais mis là-dedans pour ça. Puis j'ai hâte de voir ce que le premier chapitre va donner. On dirait que j'ai espoir que ça soit bon. Parce que si c'est mal écrit puis que ça me donne pas le goût de continuer, je vais être déçue. Fait que, allons voir. Bon, ben ça a pas pris de temps, ça a pris genre 5 minutes, les chapitres sont super courts. J'en ai même lu 2, là, il y a comme une espèce de mini prologue, puis ensuite on a un chapitre avec John, puis là on comprend en fait le tout premier chapitre, c'est un journaliste qui dit qu'il avait besoin d'une histoire, puis que là il semble qu'il en a trouvé une, pardon, puis qu'il faut juste qu'il trouve la bonne façon de l'écrire. Puis c'est une histoire qui inclut du sexe, de la drogue, des poursuites judiciaires, une célébrité et même plusieurs morts. Donc voilà. Et après ça, avec le premier chapitre, on voit John qui en parle comme au passé de la secte, The Answer Institute. Probablement qu'il va va devoir aller en cours pour justifier, donc il est déjà en train de dire, ils vont me demander pourquoi j'ai créé ça, puis là, ben, mes avocats m'ont avisé de ne pas répondre, en tout cas, ils se préparent déjà à mentir au tribunal, bref. Donc, je reste intriguée, alors, pour vrai, ces 2 premiers chapitres-là se sont lus super rapidement. Si le style reste pareil, je pense que ça pourrait me plaire. Ça a l'air dynamique comme écriture. Alors, on va garder The Answer to Everything sur ma liste. J'espère que je vais arriver à faire un petit peu de ménage éventuellement sur ma liste. Le but n'est pas de tous les garder. Mais en même temps, je me dis, si
j'ai identifié des livres qui pourraient effectivement me plaire, tant mieux. Allons-y pour un troisième livre. Le troisième livre que je veux tester, c'est en anglais Lilac Girls de Martha Hall Kelly. En français, le titre est interminable. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. C'est quand même long comme titre. Ça a été publié en 2018. Les reviews sur Goodreads sont vraiment, vraiment très bons. La note est de 4,29 et il y a plus de 300 000 personnes qui l'ont noté. Ça a l'air d'être un roman historique qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va suivre 3 femmes. Une femme qui travaille au consulat français à New York. Une autre femme qui en fait est une adolescente polonaise qui va rejoindre la résistance contre le régime hitlérien. Et aussi une femme médecin allemande qui va recevoir une offre des SS. Donc, le destin de ces femmes semble vouloir se recouper. On parle du camp de concentration pour femmes Ravensbrück. Donc, on passe de New York à Paris, de l'Allemagne à la Pologne, et puis comment les femmes peuvent faire changer l'histoire ou s'assurer qu'on ne l'oublie jamais. Donc, je suis pas la plus grande fan des romans historiques, alors on verra si celui-là, le premier chapitre, me convainc. En plus, en ce moment, avec le contexte actuel, je sais pas si j'ai envie de lire sur le régime hitlérien. Testons et nous verrons. Bon, alors, un premier livre que je vais retirer de ma liste pour ce deuxième épisode. Si vous l'avez lu, j'ai pas regardé si j'ai des amis là, qui l'ont lu et aimé. Si vous l'avez lu et que vous voulez venir me lancer des tomates, c'est correct. Je vais les prendre. Dans le premier chapitre, on est avec cette femme américaine qui s'appelle, je sais pas comment, j'ai pas retenu son nom, qui est une ancienne actrice sur Broadway qui travaille maintenant pour le consulat français aux États-Unis. Et elle organise une soirée bénéfice pour les Français qui ont émigré dans le fond à New York pour fuir l'incertitude en France parce qu'on est en 1939. À la fin du chapitre, on apprend que Hitler a envahi la Pologne. On dirait que je trippe pas trop sur l'écriture, premièrement. Je trouve ça très... on dirait que ça me semble être... Comment dire? C'est une écriture qui ne me semble pas fluide. On dirait que ça me semble un peu choppy. Je suis pas certaine que j'aime non plus le ton pour le moment qui pourrait changer là, dans le roman, mais on dirait que tout ça est tellement pris à la légère. Il y a beaucoup de commentaires qui sont faits sur ah, il faut pas faire de politique, il faut pas mentionner aux gens que les Américains veulent aider la France, tu sais, ils veulent pas se mêler du conflit, puis connaissant l'histoire, je sais que c'était sûrement pour vrai comme ça, là, mais sauf qu'on dirait que j'ai pas envie. J'ai pas envie de lire ça en ce moment. Donc, je vais retirer Lilac Girls de ma liste de Want to Read. Et peut-être un jour, j'y reviendrai, mais pour l'instant, je le mets de côté. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres livres qui m'intéressent plus. Alors, on va y aller comme ça pour l'instant. Allons-y pour un quatrième livre. Donc, pour le quatrième livre, je vais lire L'invention des ailes de Sue Monk Kidd, The Invention of Wings. Ça a été publié en 2015. Et je crois qu'on est dans les mêmes thèmes là, que Le secret des abeilles. Donc, on est en Caroline du Sud, encore une fois, mais on est avant. On est en 1803. On a une jeune fille d'une riche famille qui s'appelle Sarah. Et elle a de l'ambition, cette Sarah, et puis alors qu'elle
atteint ses 11 ans, sa mère va lui offrir comme cadeau une esclave personnelle. Puis elle s'appelle Enful, cette esclave. Bon, là on dit que Sarah, elle est contre cette horrible pratique qu'est l'esclavage et que, bon, ces deux femmes vont créer une amitié. Elles ont toutes les deux de l'ambition. Elles vont vouloir s'échapper de leur milieu pour être libres et indépendantes et tout ça. Alors, on a des thèmes un peu similaires, ben, différents parce que on n'avait pas d'esclavage dans le secret des abeilles, mais on était avec les droits civiques des Noirs aux États-Unis dans les années 1960. Et puis là, évidemment, on est beaucoup plus tôt. Si vous avez écouté le balado Qu'est-ce que tu lis de Maps, vous savez que je n'ai pas tant trippé sur le secret des abeilles. C'était bien, mais sans plus, j'ai pas trouvé que c'était le livre qui traitait le mieux des enjeux de racisme, de ségrégation, etc. J'ai une petite crainte donc pour l'invention des ailes. Je vais tester le premier chapitre et on verra si ce livre reste sur ma liste ou pas. Alors, je viens de finir le premier chapitre de l'invention des ailes et je crois que je ne vais pas le poursuivre. En fait, le premier chapitre est du point de vue de la jeune fille noire qui est en situation d'esclavage et je sais pas si c'est parce qu'on est rendu en 2025, mais on dirait que j'ai comme un malaise, là. J'aurais envie de lire son histoire, mais pas racontée par une femme blanche. J'aurais envie de lire l'histoire peut-être d'une esclave, mais écrite par une autrice noire. On dirait que j'ai comme ce genre de malaise. Au moins dans Le secret des abeilles, notre protagoniste principale était blanche, donc je sentais pas cette espèce d'appropriation que là j'ai l'impression de sentir. Le style d'écriture ressemble au secret des abeilles, ça m'avait pas enchanté la dernière fois. J'ai des craintes. Puis, je suis allée voir des reviews là, avant de prendre ma décision, puis je pense que mes craintes sont fondées. J'ai peur que ça reste trop en surface. Apparemment, c'est l'histoire de la Sarah Grimke. C'est une vraie femme qui a vraiment milité pour le droit des femmes, qui a été une militante abolitionniste. Puis, je pense que elle m'intéresserait, son histoire m'intéresserait, mais j'ai pas envie de me faire raconter par Sue Monk Kidd. J'ai peur que ça soit pas assez. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Donc, je vais le retirer de ma liste et puis on va aller vers un 5e livre, mais je pense que je vais peut-être être habillée différemment parce que là, je vais aller faire autre chose de ma journée. Rebonjour, nous sommes le lendemain, tempête de neige. Je reviens de l'épicerie, je suis allée tôt pour éviter justement d'être pris sur les routes alors que ça se mettrait à tomber. Et puis là, je suis prête à continuer. Je vais essayer de faire au moins trois autres livres, dans le fond, 3 autres premiers chapitres. Je suis rendue à The Lies We Tell Ourselves, des mensonges dans nos têtes de Robin Talley. Ça a été publié en 2015 et, si je ne me trompe pas, c'est plus un roman pour ados. Donc, déjà là, je suis pas sûre. Donc, on serait en 1959 en Virginie, donc encore une fois aux États-Unis, dans des États plus du Sud. On aurait Linda et Sarah qui sont très différentes. Il y en a une qui est noire, il y en a une qui est blanche, et puis elles croient qu'elles se détestent et qu'elles doivent se détester parce que elles ne viennent pas du même milieu, elles n'ont pas la même couleur de peau et tout. Mais c'est une année où leurs vies vont changer, donc on dirait que je suis comme dans une thématique là. Je sais pas si... je sais pas ce que ça va donner. On va lire le premier chapitre, mais déjà en partant, j'ai comme une petite réserve parce qu'encore une fois, une autrice blanche qui parle de racisme ou de personnages noirs. Il me semble qu'on n'est plus là en 2025, mais bon, donnons-lui sa chance. Ok, j'ai pas fini le premier chapitre encore, il me resterait encore normalement 8 minutes à lire. J'ai lu genre 4 pages et dès maintenant,
je sais que je vais retirer ce livre de ma liste parce que, ben c'est ça, là, je l'ai dit, c'est une autrice blanche, Robin Talley. Je vais aller voir un petit peu sur elle. Ouais, c'est ça. Elle habite à Washington, aux États-Unis. Et là, je pense qu'en 2015, on n'avait comme pas compris quelque chose encore. Là. Le mot en N est utilisé encore et encore et encore et encore là-dedans. On est en fait au moment où des étudiants ou des élèves noirs vont aller fréquenter une école secondaire blanche pour la première fois dans une ville de Virginie. Donc, il y a des... en fait, toute l'école est là, des parents, des élèves blancs pour... alors que c'est ce premier petit groupe d'étudiants noirs se présente. Il y a évidemment des policiers, mais on fait des remarques sur... ils disent pas de commentaires, ils disent pas d'insultes, mais on sait que peut-être que le soir, ils échangent leur badge pour un drap blanc. Puis c'est ça. Puis on entend que la foule les insulte, les traite de plein de noms, y compris le mot en N. Puis c'est sûr que c'est arrivé pour de vrai, mais là, pour vrai, j'ai un super gros malaise qu'une autrice blanche l'utilise dans son livre. Je pense que maintenant, on est rendu ailleurs. Qu'une autrice noire ou qu'un auteur noir l'utilise pour nous faire part d'une situation. Je pense que maintenant, c'est acceptable parce que c'est un mot qui leur appartient. Mais là, non. Mais là, non. Je peux juste pas. Ouais. Je me sens pas bien, là. Je voudrais que non. Je suis pas là. Je peux pas embarquer dans l'histoire. Ça fait 4 pages, puis je suis comme déjà non, ça fonctionnera pas. Donc, je vais enlever The Lies We Tell Ourselves de ma liste. Donc, sur 5 livres, j'ai gardé les 2 premiers, les 3 autres, je les retire. On verra ce que la suite nous réserve. Allons-y pour le 6e livre. Pour le 6e livre, j'ai choisi The Young Elite de Marie Lu, qui est une autrice américaine. En français, ça a été traduit en gardant le même titre, Young Elites. Ça a été publié, si je ne me trompe pas, en 2014. Fait que ça fait 11 ans. C'est du Young Adult. On est dans de la fantasy science-fiction, là, c'est pas clair. Je pense que ça a été très populaire là, dans cette époque là, de dystopie, de Hunger Games et Divergence et compagnie. Mais moi, je l'ai jamais lu, puis ça m'a toujours rendue un peu curieuse. J'avoue que je suis encore une fois très sceptique. Je mets beaucoup de livres sur cette liste-là aujourd'hui, hier, là, pour lesquels je suis sceptique. On dirait que c'est pas gagné d'avance, mais en même temps, hein, c'est ça qu'on veut, faire du ménage, fait qu'allons-y. Donc, on serait dans une société du futur, futur proche, futur lointain, je ne sais pas, où il y a eu une épidémie qui a ravagé la nation, et puis il y a des gens qui ont survécu, puis certaines personnes ont survécu, ça a laissé des marques, donc on va suivre Adelina, qui, elle, a survécu, et puis maintenant, ses cheveux sont argent, et elle a une cicatrice sur le côté gauche de son visage qui fait en sorte que ben, elle n'est plus éligible au mariage, donc sa famille est bien fâchée de tout ça. Et il y a aussi une rumeur qui dit que les gens qui survivent à la maladie développent des super pouvoirs, se regroupent pour combattre peut-être un régime autoritaire en place. Ça, c'est pas clair, qui s'appelle les Young Elites. Alors, on va tester le premier chapitre. Est-ce que c'est un livre de dystopie Young Adult qui mérite toujours d'être lu? Tu sais, parce que Hunger Games, pour vrai, je l'ai lu et relu, puis je trouve que ça tient toujours la route. Le premier tome de Divergence est toujours bon. Les autres, pas tant. Mais est-ce que cette série-là de Young Elites est une genre de série qui a aussi bien vieilli? Allons découvrir le premier chapitre. Ok, alors je viens de finir le premier chapitre de Young Elites. Je suis embêtée. Dans ce premier chapitre-là, on apprend à connaître Adelina qui nous explique son
contexte familial avec un père violent. Sa mère est décédée de la maladie là, qu'il y a eu, l'espèce de pandémie. Elle a une sœur qui a aussi survécu à la maladie et qui, elle, est restée magnifique. Et puis là, c'est vraiment le fait qu'elle elle soit marquée, ça amène une tare là, sur sa famille. Son père, c'est ça, il est très fâché de ça, ils sont sur le bord de la ruine. Il est sur le point de la vendre comme maîtresse à un autre homme. Elle veut se sauver, elle se rend compte, je crois qu'elle a elle aussi un pouvoir, là, comme d'autres personnes qui ont survécu à la maladie. Puis là, ben, au moment où elle nous parle, elle est emprisonnée, donc elle attend son exécution. Là, évidemment, je me doute bien qu'elle ne sera pas exécutée puisque le livre est son histoire, puis c'est une série, je pense que c'est une trilogie en fait, si je me trompe pas. C'est pas mauvais, c'est pas catégorique comme opinion, honnêtement. J'ai pas tant envie de continuer, mais en même temps, je pense pas que ça serait une lecture désagréable, mais comme ça semble pas être quelque chose qui va m'emballer complètement, je pense que je vais le mettre de côté. Si vous l'avez lu puis que vous trouvez que je fais une erreur puis que je devrais absolument le garder sur ma liste, vous viendrez me le dire, là, il sera toujours temps de le remettre, de le réessayer plus tard. Pour l'instant, je pense que il y a beaucoup d'autres livres. Il y a vraiment beaucoup d'autres livres. Alors, je vais le retirer aussi. Allons-y pour un 7e livre. Ce 7e livre, ce sera My Lady Jane, qui a 3 auteurs, si je ne me trompe pas, là, Cynthia Hand, Brody Ashton et Jody Meadows. C'est un livre que j'ai énormément vu passer un peu partout quand il est sorti. Ça a été publié en 2016. Je l'ai mis sur ma liste en 2017. Je pense que c'est un livre qui a été assez apprécié. C'est du young adult, encore une fois. C'est, semble-t-il, un roman qui mélange l'histoire, la fantasy et l'humour. Donc, on va suivre Jane qui est sur le point d'être mariée. Il y a aussi une histoire de conspiration pour prendre le trône du roi Édouard. Que Jane devienne reine d'Angleterre. On dit que dans le fond, il y a peu de lien avec l'histoire réelle dans cette histoire-là, puis que le tout est raconté pour que ça soit drôle. Donc, je l'avais essayé ce livre-là en audio. Ça fait un petit bout quand même, mais j'étais pas dans le bon mood là, pour lire ça. Puis on dirait que, je sais pas, à l'audio, ça fonctionnait pas. Alors là, je vais essayer le premier chapitre sur ma liseuse, puis on verra ce que ça donne. Je suis curieuse. Je sais que j'ai plusieurs amis qui l'ont beaucoup aimé, donc allons voir ce que ça donne. Je pense que je vais le garder sur ma liste. Ça se lit bien à date. C'est déjà un peu rigolo. Les narrateurs s'appellent eux-mêmes les narrateurs et s'adressent à nous, le lecteur, font des petites remarques par-ci par-là sur le contexte, puis sur les réactions des personnages et tout. Donc déjà ça, j'aime ça. On est dans l'Angleterre tout de suite après la mort, ben pas longtemps après la mort du roi Henri VIII avec son fils Édouard qui a l'affliction, on sent que c'est la tuberculose. Donc, il ne survivra pas longtemps, puis là, il faut un héritier au royaume. Donc, on identifie sa cousine Jane qui doit se marier avec un homme. Puis là, il y a toute une notion de fantastique là, qui n'existe pas dans la vraie vie, qui me rappelle un peu un truc dans l'univers de Robin Hood. En fait, il y a des gens qui peuvent se transformer en animal. Donc, dans cette version de l'histoire, Henri VIII pouvait se transformer en lion. Et puis, il y a comme une espèce de conflit ou de guerre entre les gens qui peuvent se transformer et les gens qui ne le peuvent pas. Un peu à la sauce, là, conflit protestant-catholique, mais qui est envoyé vers autre chose, j'ai l'impression. Alors, ouais, ça me plaît pour l'instant, donc je vais le garder sur ma liste. Pour vrai, ça s'est lu super bien, j'ai souri, j'ai eu des petits moments où je trouvais ça, ouais, pas mal, déjà pas mal drôle, donc
Ça promet. Alors, je vais garder My Lady Jane sur ma liste. Et maintenant, on va aller vers le 8e livre. Mais encore une fois, je pense que je vais être habillée différemment parce que je vais faire ça une autre journée. Là, je vais aller faire autre chose. Du reste de mon après-midi, peut-être pelleter. Qui sait? Rebonjour, j'ai pris une petite pause. Ça fait quand même quelques semaines que j'ai filmé les deux premières parties de cette vidéo. Mais maintenant, je suis prête à conclure avec les 3 derniers livres. Alors, on va passer tout de suite au 7e livre qui s'appelle The Art of Inheriting Secrets par Barbara O'Neill. Alors, ce livre-là, il a été publié en 2018 et ça fait déjà 6 ans qu'il est sur ma liste de livres que je veux lire. Et je pense pas qu'il a été traduit en français, en tout cas pas selon ce que je vois. La prémisse, c'est qu'on suit un personnage qui s'appelle Olivia. Sa mère va décéder. Olivia, elle habite à San Francisco, elle est critique culinaire, et puis là, c'est ça, quand elle apprend que sa mère meurt, elle apprend en même temps qu'elle hérite d'un manoir anglais, d'une propriété en Angleterre assez magnifique, mais qui a besoin de travaux. Elle ne savait pas que sa mère avait une telle demeure en sa possession. Elle ne comprend pas pourquoi tout ça lui a été gardé secret. Donc, elle va se rendre en Angleterre, puis elle va essayer, j'imagine, de découvrir pourquoi sa mère lui en avait pas parlé, puis voir évidemment peut-être est-ce qu'elle va rester en Angleterre ou pas. Donc, allons-y pour le premier chapitre de ce livre. Pour vrai, quand je lis cette prémisse, j'ai comme un espoir que ça soit une bonne petite lecture doudou cosy à la Maeve Binchy. Peut-être que mes espoirs sont trop hauts. On verra, je vous en reparle dans quelques instants. Mais tu sais, c'est quand même assez bien coté. 4.26, il y a 60 000 personnes qui l'ont noté. Donc, je vous en reparle dans quelques instants. Ouais, ce livre-là, il va rester sur ma liste. J'aime bien déjà là, tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. On est avec donc Olivia, elle a 38 ans, elle est en ce moment en arrêt de travail parce qu'elle s'est blessée, elle a dû avoir une chirurgie à la jambe, donc là elle se promène avec une canne. Puis non seulement en apprenant que sa mère est décédée, elle a appris que sa mère avait comme un manoir en Angleterre, mais que en fait sa famille faisait partie de la noblesse. Sa mère c'était Lady Caroline, donc elle-même se fait appeler Lady par les gens du pub de la place. Elle vient juste d'arriver, les gens sont comme un peu hostiles face à elle. Ça m'intéresse, je suis intriguée, je veux savoir que c'est ça cette histoire-là. Pourquoi sa mère a déménagé à San Francisco, puis je vais parler de son passé. Pourquoi la maison est abandonnée depuis 40 ans. Donc tout ça m'intrigue. L'écriture semble intéressante aussi, ça m'interpelle. Assez simple, sans fioriture trop, mais efficace. Ce livre va rester sur ma liste. Allons-y maintenant pour l'avant-dernier livre de cette vidéo. Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper de Phaedra Patrick. Donc, ce livre-là, en anglais, s'appelle The Curious Charms of Arthur Pepper. Ça a été publié en 2016, si je me trompe pas. Il est sur ma liste depuis 2018. Puis là, vous allez voir, il y a comme une espèce de... je sais pas, thématique, mais c'était pas voulu, là. J'ai vraiment pas pris les livres en fonction de leur thème. C'est juste un addon. Parce que j'ai choisi les livres selon ça faisait combien de temps qu'ils étaient sur ma liste, puis si j'étais sûre ou pas de vouloir les lire. Donc, le thème de ce livre-là, la prémisse, c'est que Arthur perd sa femme Myriam. On est 1 an après la mort de Myriam. Ils ont été mariés pendant 40 ans, plus de 40 ans en fait. Et il se décide enfin à aller faire du ménage dans ses choses. Puis là, il va découvrir un bracelet avec des breloques. Puis, chaque breloque va être comme une énigme à élucider par rapport à Myriam.
Donc, il va mener l'enquête pour essayer d'en apprendre plus sur cette femme avec qui il a vécu tant d'années. Et il semble-t-il, c'est très charmant comme livre. Donc, on va le tester et je vous en redonne des nouvelles dans quelques minutes. Je sais pas quoi faire. Le premier chapitre m'a pas convaincue. Donc, on est avec Arthur qui semble être un monsieur assez solitaire, un peu aigri, qui doit vivre avec le décès de sa femme qui s'est produit il y a 1 an. C'est l'anniversaire du décès de sa femme alors qu'on le rejoint. Il a l'air d'avoir des voisins qui veulent l'aider tout, mais de refuser toute aide. Il y a des enfants, ses enfants sont loin, il n'a pas l'air d'être en contact de façon très régulière avec ses enfants. C'est un peu déprimant. C'est un petit peu déprimant pour vrai comme début. Il a pas l'air super... Ça a l'air d'être un monsieur très têtu, là, tu sais, que quand il a une idée dans la tête, il l'a pas d'un pied, puis qu'il veut pas se faire dire quoi faire par personne, puis il veut pas d'aide de personne. Je suis pas sûre que c'est très attachant, mais ouais. Puis là, ben, il est en train de mettre les vêtements de sa femme dans des sacs pour aller les porter à une œuvre de charité. Puis là, c'est là qu'il découvre le bracelet avec les breloques. Et puis, bon, je sais pas. Je sais pas, parce que j'ai un peu l'impression que ça va être quand même... Tu sais, j'ai l'impression que c'est prévisible un peu, tu sais, que je sais vers quoi ça va s'en aller. Premièrement, il va vivre son deuil, peut-être se rapprocher de ses enfants, accepter l'aide des gens, cesser d'être un grumpy old man. Est-ce que j'ai envie de l'accompagner dans ce parcours-là? Je suis pas certaine. Je vais aller voir qu'est-ce que les reviews disent vite, vite. Donc, la note, c'est 3.93. Il y a 55 000 gens qui l'ont noté. Il y a beaucoup de 4 étoiles. Sinon, c'est des 5, des 3. Je sais pas. On dirait que je suis pas assez emballée pour me dire il faut qu'il reste sur ma liste. Fait que je pense que je vais le retirer. Puis que si jamais à un moment donné je cherche une histoire d'hommes qui changent, puis qui évoluent, puis qui arrivent à passer à autre chose, ben je saurais que celui-là existe. Parce que pour l'instant, je suis comme pas assez intriguée, je suis pas assez emballée, j'ai pas nécessairement envie de savoir c'est quoi le mystère de tout ça, contrairement à The Art of Inheriting Secrets, que tout de suite j'étais comme interpellée. Donc je vais le retirer. Alors ça veut dire qu'on s'en va vers notre dernier livre pour cette vidéo. Il s'agit de Girls of Paper and Fire par Natasha Nguyen. Bon, là, j'espère que j'ai pas trop massacré le prénom de l'autrice. Donc, Girls of Paper and Fire, c'est le début d'une trilogie. Je pense pas que ça a été traduit en français, mais je pourrais me tromper. Ça a été publié en 2018 et ça fait depuis 2019 qu'il est sur ma liste. Là, celui-là, je l'ai choisi expressément parce que dans une de mes vidéos, je l'avais nommé. Je l'avais mis sur une liste, sur une pile à lire d'été, de l'été en série, il y a quelques années, et c'est toujours pas lu. Mais en fait, c'est que je l'ai jamais remis sur une de mes piles parce que je suis pas certaine que c'est toujours quelque chose qui rentre dans mes goûts. Vu que je pense que c'est du YA, puis le YA et moi, on a chacun pris nos chemins. J'en lis vraiment, vraiment très peu maintenant parce que les dernières fois, ça n'a pas été des succès. Mais là, je me demandais, celui-là, faudrait peut-être que je le teste là, pour savoir si ça vaut-tu la peine de le laisser sur ma liste puis de le réessayer peut-être à l'été en série 2025 ou si finalement mon instinct est le bon. Que finalement, c'est peut-être pas pour moi ce livre-là. Alors, de quoi ça parle? On est dans un monde, c'est de la fantasy, on est dans un royaume où il y a des castes. La caste de papier, c'est la caste la plus basse et à chaque année, le roi choisit 8 jeunes
belle fille pour le servir, ce qui est un honneur, mais qui est à la fois dégradant. Et cette année-là, il va en avoir 9. Le personnage qu'on va suivre, ça va être Lei. Et elle habite dans un petit village avec son père. Sa mère, elle a été prise, arrêtée par la garde royale il y a plusieurs années, puis elle n'a plus jamais entendu parler. Et là, cette année-là, Lei va être choisie pour être une des filles de papier, les Paper Girls, pour servir le roi, et elle va tomber amoureuse. Ça ne nous dit pas de qui, mais ça entraîne un bouleversement. Alors, je pense que, pour vrai, je suis pas convaincue que j'ai comme un instinct que ça va être un retrait, mais on sait jamais. Alors, essayons-le, et puis je vous en reparle dans quelques instants, voir si finalement je me suis trompée et j'avais tort. Bon, ben mon instinct était le bon. Je ne lirai pas Girls of Paper and Fire. C'est vraiment un livre que si j'avais voulu le lire, il aurait fallu que je le lise il y a plusieurs années. Je suis rendue ailleurs, je pense, dans mon parcours de lectrice. Donc, pour l'instant, il y avait un prologue, puis il y avait le premier chapitre. Donc, j'ai lu les deux. Et on est avec Lei, qui est une humaine normale, mais qui a les yeux dorés, donc ça rend les gens bien curieux. Sa mère, comme j'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, a disparu il y a plusieurs années, ils l'ont jamais revue. Bon, ils la croient morte, elle et son père. Ils tiennent une espèce de boutique où ils préparent, c'est pas clair, des potions, des onguents, de la médecine, je sais pas. C'était vraiment pas clair dans le premier chapitre. Puis c'est un monde où il y a trois échelons d'êtres. Donc, on a les humains réguliers, là, la caste de papier, puis il y a aussi une espèce de caste du milieu avec des gens qui sont humains, mais avec aussi des traits animaux. C'est particulier comme concept. Puis l'autre, c'est les démons qui sont en haut. On n'en a pas vraiment croisé. Eux autres qui ont vraiment plus des formes animales, je pense, avec des pouvoirs. J'ai juste lu un prologue puis un premier chapitre, puis déjà j'étais en train de lire en diagonale. Parce que ça m'intéressait pas tant. Donc, ben coudonc, ça fait une série de moins à avoir sur ma liste. Puis ça m'éclaire aussi parce que ça me dit que finalement, ce livre-là n'est pas pour moi, cette série-là n'est pas pour moi. Peut-être pour quelqu'un d'un peu plus jeune ou la moi du passé, là, qui sait. Donc, si on fait le récapitulatif de cette vidéo, j'ai lu les chapitres de 10 livres. Alors là-dessus, j'ai décidé d'en garder 4 et j'en enlève 6. Donc, ceux que je garde, c'est Dark Places, The Answer to Everything, My Lady Jane's et The Art of Inheriting Secrets. Et je retire de sur ma liste Lilac Girls, The Invention of Wings, Lies We Tell Ourselves, The Young Elites, The Curious Charms of Arthur Pepper et Girls of Paper and Fire. Parlez-moi de ça, un ménage efficace, on est content. Donc, venez me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez beaucoup trop de livres sur votre liste là, de ce que vous voulez lire et si ça vous arrive de faire du ménage. Est-ce qu'il y a des livres dont j'ai lu les premiers chapitres que vous avez lus? Quelle a été votre opinion? Est-ce qu'il y en a pour lesquels vous n'êtes pas d'accord avec mon choix? Venez me dire ça dans les commentaires. Si vous êtes rendu jusqu'ici ou que vous savez pas quoi mettre dans les commentaires, venez me laisser un petit emoji de hache. Parce que franchement, j'ai mis la hache dans cette liste avec seulement 4 livres sur 10 qui sont restés. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres mentionnés, les chaînes mentionnées, etc. vont toujours se retrouver dans la barre d'infos de mes vidéos. Je vais probablement faire une 3e partie à ce concept sous peu. Alors j'espère vous retrouver pour ça éventuellement, mais pour une autre vidéo très bientôt. Bye!